attends. Billy! Il est par ici, il faut descendre. Allez, viens! Arrive. Votre attention, mesdames et messieurs. Voie numéro 12, embarquement immédiat. Les réservations sont closes sur le train numéro 176 de 23h45 à destination de Boston qui desservira Stamford, Bridgeport, Newland. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Cut, une émission axée uniquement sur l'analyse d'un film culte. Pour cette première, j'ai décidé de commencer par un classique avec une scène tirée de l'Impasse de Brian De Palma. Votre attention, s'il vous plaît. Voie numéro 19. Donc pour remettre un peu en perspective cette scène, il faut d'abord revenir sur le film. L'Impasse, film réalisé en 1997 par De Palma, marquait le retour de toute l'équipe de Scarface avec Al Pacino devant la caméra. L'histoire suit Carlito Brigante, un malfrat repenti qui tente de se refaire une place après des années en prison. À la fin du film, je la fais courte pour éviter les spoilers, Carlito est poursuivi par la mafia new-yorkaise qui veut venger la mort de leur parrain. La séquence est le point d'orgue, l'ultime moment de confrontation. Carlito tente de rejoindre le quai de la gare, mais tous les hommes de main à sa poursuite tentent de le repérer. S'ensuit un jeu de cache-cache dans les escalators, filmé en plan séquence, puis la découverte du héros et une fusillade de fin. Alors la première chose qu'on peut noter concernant cette séquence, c'est le lieu dans lequel elle se situe, soit la gare nationale de New York, Grand Central Station. Une gare plus que cinématographique puisque vous avez dû la voir au bas mot une dizaine de fois au moins sur les écrans. On y fait des claquettes en Cotton Club de Coppola. On y danse chez Terry Gilliam dans Fisher King. Et on s'y bat souvent comme dans Avengers de Joss Whedon. Alors pourquoi la gare est un lieu si fertile en séquences cinéphiles ? Du début du cinéma avec les Lumières, en passant par cette séquence-là, ou encore celle-ci, ou même cette scène-là. La gare est le croisement de tous les chemins, le symbole d'un nouveau départ pour les personnages, ou comme souvent chez De Palma, le pivot central du dernier acte. Le réalisateur a d'ailleurs tourné pratiquement une séquence de gare dans un film sur deux. Si on y prête attention, c'est assez hallucinant. Dans Mission Impossible, c'est le temps des révélations pour Ethan Hunt. Le début de la filature pour Travolta dans Blowout. Dans Les Incorruptibles, il nous refait le coup de la fusillade dans les escaliers. Et puis la fin de Mission Impossible se passe où ? Ouais, vous avez pigé. Ce qui est drôle dans le cas de l'Impasse, c'est que le décor a été trouvé au dernier moment. À la base, De Palma avait élaboré toute une chorégraphie sur les escalators de la station en dessous du World Trade Center. Pour une question de budget, la séquence est rapatriée au Grand Central Station, obligeant De Palma dans la foulée à réimaginer tout son découpage. Et c'est là qu'intervient le plan séquence. Donc le plan séquence c'est quoi au juste ? Un plan en entier tourné d'un seul tenant, ok. Soit une scène le plus souvent imaginée comme une chorégraphie, tournée sur une seule prise. Cuarón en a fait son cheval de bataille récemment. On verra ce qu'en fera Inarritu avec Bird. Mais avant eux, le plan séquence était souvent synonyme de cinéma de palmien. Comme tout bon maniériste,
Le cinéaste était connu pour ses gimmicks, le travelling circulaire, la double focale ou le split screen. Dans tout ça, le plan séquence chez De Palma, c'était un peu l'effet visuel le plus utilisé dans les années 90. On le retrouve déjà dans Le Bûcher des Vanités, l'un des plus forts techniquement. Excuse us, gentlemen. Coming through. I've got Mr. Fallow. Okay, now, we're moving right along. Dans l'esprit de Quint, sûrement le plus barré, How could his loving parent do such a terrible thing? dans Snake Eyes, il en devient l'argument principal dans la première partie, même si ici le plan séquence est raccordé numériquement. Celui de l'impasse par contre est un peu différent. Pourquoi ? Parce qu'il culmine et cristallise toute la tension de la course-poursuite et par la même occasion du film. C'est un peu la dernière séquence de bravoure, le moment où tout le monde retient son souffle. D'habitude, De Palma utilise le plan séquence en guise d'introduction ou pour un point de vue subjectif. Mais ici, c'est l'inverse. Le plan séquence est le point culminant, celui qui suspend le temps. On l'a perdu, Vinny, on l'a perdu. Je te dis qu'on l'a pas perdu, espèce d'imbécile. Il est sûrement quelque part là-haut, alors pousse-toi, tu m'entends? Monte! Dans un entretien, De Palma revenait sur l'utilisation du plan séquence comme un outil. Il le présentait comme le meilleur moyen de donner une impression de réalité. Comme toute la scène doit être tournée d'un seul tenant, les acteurs, les techniciens n'ont de choix que de se soumettre au temps. Si un acteur rate sa réplique, si le caméraman plante son cadre, tout doit être recommencé. La séquence de l'impasse a été tournée 7 fois seulement. La 5e a été sélectionnée. De Palma appelle cela « mettre la foudre dans une bouteille ». En gros, pour que le spectateur soit le plus impliqué dans l'action, on lui fait croire que celle-ci n'a été réalisée qu'une seule fois seulement. Un instant magique, quasi impossible, qui suspend toute incrédulité. Dans le domaine du plan séquence, il y a un homme important, le steadicammer Larry McConkey, soit l'un des meilleurs opérateurs d'Hollywood. C'est simple, il est à l'origine des meilleurs plans steady de Scorsese, de After Hours aux Affranchis. Tu vas bien? De Vanilla Sky, c'est aussi l'opérateur privilégié de De Palma, à l'origine du fameux plan séquence de l'Esprit de Quint ou du boulot monstrueux sur Snake Eyes. Et Tarantino, en grand adorateur de De Palma, lui a d'ailleurs fait confiance pour ses longs plans séquences dans les 2 Kill Bill. Vous voulez en savoir plus? Rendez-moi service et faites une petite recherche Google sur lui. Le type est loquace et aime raconter ses exploits. Son grand atout à mon sens, c'est sa façon si particulière dans un même plan séquence de passer d'un plan large et de repivoter sur un gros plan. Comme ceci. Sans déconner, c'est du pur génie, non? Pour l'anecdote, même les Simpsons lui ont rendu un hommage mérité dans l'épisode 8 de la saison 18. Do anything. For us, to live any other way was nuts. La dernière chose qu'on peut noter, c'est la manière dont le plan séquence est coupé. Ce n'est pas évident à voir, mais souvent le plan séquence pêche non pas par sa réalisation, mais par son retour à une mise en scène plus classique. Souvent les plans séquences sont si abruptement coupés qu'ils en deviennent trop marquants, trop mis en avant, et pas assez intégrés dans le montage du film même. Le plan séquence de Breaking News en est un bon exemple. Ici on coupe sur l'explosion d'une voiture, la séquence est en soi magnifique, mais le film ne sera jamais aussi bon que ces quelques minutes, le spectateur restant fixé et bloqué sur l'unique première scène. Même un grand film comme La Soif du Mal en est réduit à son unique plan séquence d'ouverture, coupé lui aussi après une explosion. C'est là où Cuarón est le meilleur, les plans séquences de Gravity ou des Fils de l'Homme sont tout autant remarquables par leur mise en scène que par leur parfaite intégration dans le film même. Plus que tout, Cuarón sait où et par quoi couper un plan séquence. De là, on peut en tenir un conseil donné par De Palma dans l'Impasse et par Cuarón dans Gravity. Ne coupez surtout pas au climax de votre scène. Non, juste avant ou après. Laissez la tension baisser ou coupez avant qu'elle ne soit trop visible. Dans l'Impasse, le plan suivant, le plan séquence, nous change de point de vue.
Le plan d'après semble d'ailleurs reprendre la suite du plan séquence, De Palma ayant donc fait le choix de couper sa séquence pour une raison simple, nous amener une nouvelle dose de suspense via ce gars-là. Là où la plupart auraient coupé au moment de la fusillade sur un bon coup de feu, De Palma coupe donc quelques plans avant pour changer de perspective et surtout de point de vue. S'ensuit ce plan absolument génial qui témoigne de la profonde compréhension du médium par son réalisateur, laissant présager au spectateur que Carlito sera découvert. L'angle trouvé, une plongée totale marque tout autant que le plan séquence, et permet une transition fluide entre le moment de bravoure et la séquence de fusillade. Un plan qui en rappelle un autre comme souvent chez De Palma, par exemple celui du meurtre du détective dans Psychose d'Alfred Hitchcock, l'escalier à la place de l'escalator, le même changement de perspective, le même type de plan en plongée totale, quasi omniscient, s'intercalant entre le point culminant d'une scène sous tension et le déchaînement de violence. De Palma a toujours évoqué le cinéma d'Hitchcock comme sa plus grande inspiration, même pour un film apparemment très éloigné, le réalisateur semble s'y référer. Si vous faites le calcul, la séquence tout entière dure environ 4 minutes 30, 3 minutes 30 de pure tension et un peu moins d'1 minute de fusillade. Le réalisateur respectant donc à la lettre les préceptes d'Hitchcock en matière de suspense, allongeant le plus possible la première partie pour rendre l'impact de la tuerie encore plus efficace. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette première émission. Un petit peu différent d'une analyse de films classiques sur le web. Si vous aimez, n'hésitez pas à participer et à partager la vidéo par tous les moyens possibles. Et à vous abonner à la chaîne YouTube pour de prochaines vidéos. Et comme dirait Carlito... Adios.